de nous accueillir dans son théâtre, et dès qu'on veut faire quelque chose, il répond toujours que c'est possible. Voilà, donc ça c'est chouette. Je vous remercie. Moi je remercie les amis du Monde Diplo, je remercie les économistes. Vous savez, quand la salle est remplie, ça veut dire qu'il y a eu du boulot sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'il y a eu des tracts qui ont été distribués, ça veut dire qu'il y a une salle qui a été réservée, ça veut dire qu'il y a des tables qui sont venues à l'entrée, ça veut dire qu'ici on fait même des PowerPoint et tout ça. Donc voilà, c'est du gros travail invisible pour qu'on ait quelques moments visibles où on puisse échanger des images et échanger des propos en dehors des médias dominants. Donc grand merci à Dany évidemment, à Kamel, à Émilie, à Marc, à Franck, à Lionel, à Fred, à Brigitte, à Denis, à Sébastien. Grand merci à vous tous. Bonsoir à tous. Moi, pour ma part, je vais déjà vous remercier et surtout passer en premier la parole à François qui va certainement sur le film avant qu'on passe au prochain. Merci à vous. Donc, je vous remercie pour vos applaudissements et pour la standing ovation. Moi, je sais que c'est pas à moi personnellement qui sont destinés, peut-être un petit peu, mais c'est surtout aux auxiliaires de vie, à toutes les femmes qui sont à l'écran. Et à toutes celles qui ne sont pas à l'écran et qui font le ou les mêmes métiers et qui en gros tiennent la société. Donc je vous remercie. Je vous remercie aussi pour Gilles, le co-réalisateur du film, qui n'est pas là ce soir, mais enfin, parce que travailler avec moi c'est pas facile. Non, c'est vrai. Et faire un film avec moi c'est encore moins facile parce qu'il n'y a pas de repérage, on n'a pas le temps. Bon voilà. Je vais peut-être dire faire un petit truc sur comment on a fait le film avec Gilles, ça vous va, puis après on fera circuler. Avec Gilles, on voulait faire un film qui se déroule à l'Assemblée depuis quasiment que je suis député. Parce que bon, pourquoi il y a des décors, ils sont gratuits, la mise en scène elle est là, les figurants pour jouer du tambour, enfin il y a tout qui est fait déjà cinéma, donc c'était tentant. La difficulté dans laquelle je me trouvais pris, c'est que, au fond, à l'Assemblée, il ne se passe rien. Le pouvoir n'est pas à l'Assemblée. Le pouvoir est à l'Élysée, on le sait, entre les mains d'un seul homme, et donc nous on fait de l'habillage démocratique. Donc un film d'1h30 pour venir dire regardez comme il se passe rien là-dedans, je n'aurais peut-être pas resté jusqu'au bout et il n'y aurait peut-être pas eu de standing ovation. Donc évidemment l'idéal serait été qu'il y ait un meurtre. Parce que à ce moment-là, on avait notre scénario, on est l'enquête, alors Richard, parce que bon, vous voyez. Bon, il n'y a pas eu, et je ne veux pas qu'on dise que je le regrette. Mais, quand on m'a filé la mission, je me suis dit, j'ai appelé tout de suite Gilles, et je lui ai dit, là il y a peut-être un coup à jouer pour le cinéma. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir travailler le dehors et le dedans. On va pouvoir aller à l'extérieur, recueillir les vies, les voix, les visages de ces femmes au métier à la fois passionnant et dur, et on va pouvoir ramener ça à l'intérieur, à l'Assemblée nationale, et regarder comment c'est malaxé, digéré, rejeté. Et finalement, ça va pouvoir porter, possiblement, c'est des paris, on n'est pas sûr, un double discours, un discours évidemment sur la question sociale, qu'est-ce que c'est que ces métiers-là, pourquoi il n'y a pas d'horaire, pourquoi il n'y a pas de salaire, mais aussi un discours démocratique, à quoi sert cette institution, comment elle dysfonctionne, en quoi elle n'est plus une représentation nationale et une irreprésentation. Donc voilà, le premier élément, je crois, qui pouvait faire film, c'est le moment où on chope la mission. Le deuxième moment, c'est évidemment Bruno Bonnel. Parce qu'on a là un personnage avec lequel il va pouvoir y avoir d'abord un tandem burlesque avec moi, puisqu'on est un peu, y compris physiquement, un côté Laurel et Hardy, Terence Hill et Spencer, un truc comme ça, quoi. Depardieu, Pierre Richard, il y a beaucoup de duos cinématographiques qui fonctionnent avec ces physiques. Et c'est aussi un personnage de cinéma, parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant, est-ce qu'on doit l'aimer ou pas. Et donc ça c'est intéressant pour le cinéma, parce que si on peut directement ranger les gens dans des cases, c'est bon pour du discours politique, mais pas forcément pour du cinéma. La troisième chose, c'est évidemment la crise Covid, qui est l'événement qui fait que l'intuition de départ sur l'importance de ces métiers-là, là je dirais que c'est comme un révélateur en photographie, et ça apparaît que en fait tout le reste disparaît, et il n'y a plus que ça qui reste. Je pense qu'il y a une scène particulièrement qui est comme ça, d'ailleurs c'est à Gilles qu'on la doit, parce que franchement quand on arrive à Dieppe et qu'il dit qu'on va aller filmer des mouettes, du haut de la falaise, je dis mais attends on n'a pas autre chose à foutre, bon, il s'arrête pour filmer des rues où il n'y a rien qui se passe, les bagnoles ne bougent pas, mais justement là je pense qu'on comprend visuellement, et sans qu'il y ait besoin de faire de discours,
quand tout s'arrête, quand il y a juste le bruit des mouettes et qu'il y a simplement une auxiliaire de vie qui passe d'une maison de personnes âgées à une autre, on comprend que le fil de la vie est maintenu grâce à elle. Et voilà, je pense, les trois choses qui font que, parce qu'au départ, faire un film sur une mission parlementaire, sur les métiers du lien, c'est-à-dire sur des gentils, le cinéma, ça marche quand même avec des salopards qui se tirent dessus. Vous voyez, c'est ça quand même qui fait du cinéma. Et donc là, je pense qu'on arrive à faire un film de cinéma sur un truc parlementaire, métier du lien, parce qu'il y a ces trois choses-là qui se connectent. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Merci pour votre attention. Alors on a devant nous une grosse demi-heure pour les questions. C'est à la fois beaucoup et très peu, donc comme à chaque fois, on me demandait de faire des questions courtes, ce qui permettra d'essayer de prendre des questions d'un maximum de personnes. On a notre passeuse de micro, Delphine, qui est là, qui vient de là. Qui veut se lancer? C'est pas une question, je voulais juste dire merci pour les damnés EES de la Terre et forçats de la Terre. Au fond, avec Gilles, on file un outil. Un outil, soit ça reste à terre, sur l'établi, soit c'est utilisé derrière. Donc nous, on souhaite que le film ait plusieurs vies, qu'il ait une vie dans les métropoles comme Marseille, et que possiblement il puisse tourner aux alentours aussi. Ça serait la deuxième vie en zone plus rurale. Et on veut libérer les droits rapidement. Et ensuite, le deuxième truc, c'est quand même que le film est essentiellement financé par Fakir. J'avais une question par rapport au processus qui a permis de mettre en place les propositions de loi, parce qu'on voit que vous allez sur le terrain pour voir comment travaillent les femmes, et on voit du coup que c'est vous et Bruno, donc plutôt des hommes qui font la proposition, à part pour le moment à l'Assemblée, qui est l'Assemblée des femmes, qui est géniale, et merci d'avoir pris ces images-là. Mais est-ce que vous avez fait des propositions de manière horizontale avec les femmes? Ou comment ça s'est passé vraiment le ficelage des propositions de loi et l'écriture de texte? Alors, il y a un moment qui apparaît dans le film, et très brièvement, où en fait on se retrouve dans un bistrot où je lui dis bah moi je suis pour un service public national de la dépendance et tout ça, je sais pas si ça vu. Et donc c'est un moment où notamment il y a eu un temps de discussion collective. Après les propositions elles m'ont cessé de faire des allers-retours. Je voudrais dire quelque chose quand même qui est un peu anti-basiste, mais ça se voit pas dans le film. Parce que je veux faire un film qui soit anti-pédagogue. Vous êtes la mademoiselle, excusez-moi, madame. Je veux faire des films qui soient anti-pédagogues, c'est-à-dire que je veux pas d'économistes, de sociologues, d'historiens à l'intérieur de mes films. Que vous organisez des débats avec eux. Ensuite, ça me paraît très bien, s'il y a des économistes, des sociologues et des historiens qui veulent se saisir de ça pour débattre, pour discuter avec leurs étudiants, ça me paraît très bien, mais moi je veux faire des documentaires qui ne soient pas pédagogiques. Donc je ne les ai pas mis dans le film. La réalité c'est que quand même, en même temps qu'il y a cette réflexion, il y a une réflexion derrière le film, et pour poser les propositions de loi, il y a toutes des discussions aussi avec Dominique Bourg, Cynthia Fleury, philosophe, avec François-Xavier Demeter, qui est vraiment un sociologue spécialiste dans les métiers du lien, avec des économistes et tout ça. Ce que je veux dire, c'est, sans être anti-basiste, mais c'est que parfois les propositions de loi, elles doivent faire converger. Pour moi, ça a toujours été ma fonction, y compris quand j'étais chez Daniel Mermet, que je travaillais avec là-bas si j'y suis, c'est-à-dire être au croisement de ce que vivent les gens, mais aussi de la pensée. Et qu'il faut absolument qu'il y ait une alliance entre les deux. Il ne faut pas que ça se regarde en chien de faïence. Il faut essayer de se mêler et se rencontrer les deux. Et parfois, vous savez, les gens qui sont le plus dans la galère, c'est pas eux qui vont avoir des réflexions d'envergure sur ce qu'ils peuvent porter, parce qu'au fond, ils sont quelque part enfoncés dans la boue du c'est comme ça. Voilà, c'est la réalité. Et moi-même, comme reporter, des fois, je me sens enfoncé dans la boue du c'est comme ça. Et de me dire, bah voilà, on va pas s'en sortir. Et là, d'avoir
des penseurs qui arrivent, qui percutent ça, et qui viennent vous dire que ça n'a pas toujours été comme ça, que ailleurs c'est pas comme ça, que, vous voyez, il y a des endroits où c'est pas comme ça, et qu'on pourrait organiser les choses autrement, c'est comme ça aussi que se construisent des propositions de loi qui viennent renverser un peu l'ordre des choses, quoi. Donc, vous dire que les propositions, elles ont été que construites avec les femmes qui sont à l'écran, ça serait mentir, mais en tout cas, elles en ont été partie prenante. Il y a eu de l'envoi, jusque dans le titre d'ailleurs du film, il y a eu de l'envoi de propositions pour qu'elles disent ce qu'elles en pensaient. On a réfléchi avec elles, mais pas qu'avec elles. Merci, on va prendre la question suivante et je vais demander des réponses plus courtes aussi. Ça, c'est pas gagné, hein. Il y en a beaucoup qui ont essayé. Est-ce que tu m'entends? Sur Ruffin, bravo. Encore un beau film de cinéma, vraiment fantastique. Au nom de tous ceux et celles qui triment, merci. Y compris les personnes âgées. Moi j'ai mon papa qui est dans la dépendance en ce moment et c'est très 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 important qu'on lutte et qu'on lutte encore, même au niveau syndical et politique, pour ces personnes, y compris pour les AESH dans les collèges et lycées. C'est vraiment un beau combat et juste. Donc on est tous avec toi. Ma question c'est un peu plus politique. Est-ce que tu sais si dans les programmes politiques, puisqu'on a les guignoleries là, qui nous arrivent dans 6 mois, est-ce que tu sais que si dans les programmes de ceux qui se présentent, il y a cette reprise sur les lois, sur ta proposition de loi? Est-ce qu'elle est reprise dans un programme? Merci. Ben, je dirais que c'est un enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est de peser pour que ça ne soit pas évacué. Et donc ça veut dire que quand j'ai des journalistes en face de moi, je leur dis bon bah c'est bien de m'interroger, mais maintenant ce que je vous demande, c'est que tous les candidats que vous allez croiser, tous les porte-paroles de candidats que vous allez croiser, tous les députés que vous allez croiser, bah vous allez leur parler de laïcité et compagnie, mais aussi qu'est-ce que vous allez faire pour les agents d'entretien, qu'est-ce que vous allez faire pour les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, qu'est-ce que vous allez faire pour les auxiliaires de vie sociale. Donc c'est de peser pour que ça soit un enjeu dans le cadre de l'élection présidentielle. Donc évidemment moi, il va y avoir des organisations sur lesquelles je vais avoir moins de mal à peser. Je pense que le débat il doit être posé de manière transpartisane, c'est-à-dire que à tous la question doit être posée, quand bien même les réponses elles seront clivantes et elles doivent l'être. Moi je suis pour un service public national de la dépendance. Je ne vais pas le définir plus longuement ici parce que sinon je vais avoir des remarques d'Émilie. Mais voilà, moi je suis pour que ça soit pareil à Marseille et à Amiens. Qu'il n'y ait pas 100 politiques différentes pour 100 départements différents avec 100 statuts différents. Oh la vache, il y avait que pour poser des questions. Voilà, excusez-moi, donc j'arrête là du coup. On va faire oui peut-être par 3 questions comme ça. Oui, bonsoir. Il aura le même temps de réponse mais il répondra à plus de choses. Bonsoir. Alors le film traite beaucoup des conditions de travail et on n'entend pas du tout parler des syndicats, peut-être une fois, alors qu'on pourrait croire que les syndicats ont peut-être un grand rôle à jouer là-dedans. Voilà, c'est pour savoir si vous en avez rencontré, qu'est-ce qu'ils avaient dit. Alors, question 1, syndicat. Madame. C'est bon, pour faire mon mémo. Alors moi ma question elle est plus d'ordre politique général. Pourquoi à la LFI il n'y a pas eu de primaire et pourquoi c'est pas vous par rapport à Mélenchon, sachant qu'il a assez desservi la cause. Oui je sais, je pourrais laisser l'amitié. Je pose la question. 2. Primaire. Bonjour, déjà merci pour ce film et donc j'avais une question à vous poser. Vu que tous les amendements ont été rejetés, est-ce que vous allez les reproposer à venir? Voilà. Très bien. Je peux poser en même temps? Merci. Alors, sur la primaire, je vais répondre la même chose que je vais répondre à Léa Salamé quand elle me posera la question. À savoir que je pense que le temps qu'on a pour parler des auxiliaires de vie sociale, des accompagnants d'enfants en situation de handicap, des agents d'entretien, etc., est déjà ténu sur le plan politique, ténu sur le plan médiatique, ténu sur le plan artistique, et donc vraiment je ne souhaite pas que ça soit pollué par des questions de politique politicienne. Aujourd'hui, je consacre, voilà.
est entièrement concentré là dans la séquence à porter au mieux la cause des personnes qui est à l'écran et pas m'en laisser déporter vers d'autres débats. Ça, c'est la première chose. La question, je vais répondre à la dernière question parce que la vôtre est plus compliquée, donc c'est là-dessus que je vais prendre le plus de temps. L'autre question sur... Évidemment que je vais redéposer mes amendements. Oui, je vais les redéposer. Maintenant, vous savez, moi, quand je porte une proposition de loi, ça ne me dérange pas qu'il la rejette. Et pareil pour mes amendements. Ce qui me dérange, c'est qu'ils ne proposent rien à la place. Et ça, voilà, c'est ça qui me gêne. C'est le jeu politique, le truc qui vient de la France insoumise, il y a l'autre gauchiste là-bas, on va pas quand même lui faire un cadeau en acceptant un de ces trucs, bon, voilà, ok, mais qu'est-ce que vous mettez sur la table à la place? Et pour l'instant, ils mettent rien sur la table à la place, c'est ça qui me gêne, c'est ça qui m'a fait péter un câble en commission, quand même c'est 15 jours après que le président de la République, il dise les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune, quoi. C'était la deuxième question. La troisième, sur les syndicats, peut-être que j'aurai le temps de la faire plus longue après, mais moi, j'invite vraiment les syndicats et les partis politiques à se saisir pleinement de cette question-là. J'en dirai un mot si jamais il y a encore le temps après. Maintenant, je me sens surveillé, vous voyez. Mais je pense que ça a été pris pas à bras le corps jusqu'à maintenant. Le mouvement ouvrier l'a considéré comme une question subsidiaire et pas comme étant une question centrale. Et je pense que, y compris par intérêt, pas seulement par empathie, pas seulement par sens de ce que ça va devenir notre société demain, mais ne serait-ce que par intérêt électoral et par intérêt syndical, je pense qu'on devrait se saisir beaucoup plus à bras le corps des métiers qui sont des métiers émergents, féminins, où c'est compliqué de mobiliser parce que chacun est dans son couloir, parce que ce sont des personnes qui sont souvent en fragilité et donc c'est pas facile, mais je pense qu'on y gagnerait à se positionner de manière beaucoup plus forte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des syndicats qui le font ou des bouts de syndicats, mais je trouve que pour l'instant c'est pas comme si on le voyait, on l'avait vraiment saisi. Donc il y en a qui sont à l'écran, la CGT Ports et Doc elle s'est positionnée et c'est grâce à elle qu'on a arraché le 13e mois à l'Assemblée nationale. Honnête Valenciennes, c'est la CGT qui l'a porté, donc je nie pas tout ça, les Ibis Batignolles, mais c'est pas, je pense que, voilà, j'en dirai peut-être plus long après. On repart pour d'autres questions. Oui, je parle près du micro. Je vous remercie bien sûr pour le film, je continue d'apprécier ces films. Mais ma question, c'est quand on voit la difficulté qu'ont, soi-disant, nos représentants à l'Assemblée nationale à faire passer des lois, hein, qu'est-ce que nous, pauvres citoyens, tout simple, qu'est-ce que nous, on peut faire à part ce qu'on doit mettre dans le bulletin de vote, effectivement. Mais quand on voit la débandade actuelle de tous les mouvements de gauche, c'est de quoi désespérer. De quoi désespérer véritablement, parce que toutes ces questions-là, elles ne peuvent être portées que par des gens de gauche. C'est clair, tout s'est déclassé, c'est damné de la terre, comme disait tout à l'heure la dame. Qui va les défendre, hein, si ce n'est des gens de gauche? Or, actuellement, le tableau, il est véritablement lamentable à gauche. Je suis désolée de vous le dire. J'ai couru pour vous voir sur Ruffin ce soir, pour parler avec vous simplement, pas très longtemps. Je me présente, Philippe Seclet, je suis un professionnel du lien sanitaire, infirmier libéral depuis 35 ans. Ce que vous avez montré aujourd'hui, comme tous les autres films que je vous suis depuis le début, je vous ai même envoyé des mails, que je vous suis depuis, j'ai vu 6 fois Merci Patron, peut-être même plus, j'ai vu 3 à 5 fois Je veux du soleil sur les gilets jaunes. Bref, la seule et unique question que j'ai, puisque vous êtes le seul, pour moi, le seul député que je suis, parce que vous êtes dans l'humain comme moi je le suis depuis 35 ans, vous l'êtes peut-être, ouais, certainement aussi d'ailleurs. La seule et unique question, c'est à quand votre prochain film, quoi? Sur quel sujet? Sur quel sujet? Parce que la France, il y a tellement de choses à dire, socialement parlant, sur ce qui se passe dans ce pays, il y a tellement de choses à dire. Quel sera le prochain sujet? Parce que j'irai voir ce film, j'espère que vous avez énormément de diffuseurs, j'espère que UGC va vous diffuser, j'espère que les grosses majeures vont vous diffuser, que Europa aussi va vous diffuser de partout, c'est tout ce que j'espère. Voilà, c'est tout ce que j'espère pour vous. Voilà, et à quand votre prochain film? Merci. Merci d'exister. Merci d'exister sur le fin.
Vous êtes marié, hein? Bonjour, alors moi je n'ai pas une question très comment dire ce matin à France Inter j'ai entendu évidemment un homme politique, je ne dirais rien du tout, simplement dans ce qu'il mettait en avant justement c'était de remettre en place le service militaire, mais pour justement servir les personnes comme ça. J'ai trouvé ça assez saugrenu. Et à la fois, je me dis, s'il faut passer par là pour que les gens, à l'issue du service, choisissent leur voie et effectivement se dirigent vers le métier du lien et aient une formation, c'est assez surprenant. J'aimerais avoir votre regard sur cette réflexion. On est à 3. D'accord. Alors, sur la première question, moi je suis toujours partisan de la rue et les urnes. Hein. Je pense que, alors c'était un gilet jaune, il y avait marqué dessus, faire l'amour une fois tous les 5 ans, ça n'est pas une vie sexuelle, voter une fois tous les 5 ans, ça n'est pas une vie démocratique. Et je pense que voilà, la démocratie elle se fait vivre continuellement et que de toute façon, même si c'est le meilleur des gars ou la meilleure des bonnes femmes qui se retrouvent à l'Élysée, mais que derrière ça pousse pas dans la rue, il n'y aura rien qui se produira, ou pas grand chose. Non, parce que il aura toujours en face de lui, ou elle aura toujours le MEDEF, la Banque Centrale Européenne, la Commission, l'Organisation Mondiale du Commerce, la presse de Bernard Arnault, les sondages et ainsi de suite. Et donc il y aura des tas d'entraves tout le temps, et si jamais il n'y a pas un vaste mouvement de pression populaire à ce moment-là, on ne décrochera pas grand-chose, et ça ne sera pas seulement de sa faute, ça sera parce que nous aussi on ne se sera pas bougé. Donc de toute façon, je suis partisan de 36, hein, les 36 ça serait les urnes et la rue. Le problème de 68 c'est qu'on a eu la rue, on n'a pas eu les urnes. Le problème de 81 c'est qu'on a eu les... non, là, attendez, 68 on a eu la rue, on n'a pas eu les urnes, 81 on a eu les urnes, on n'a pas eu la rue. Donc voilà, pour moi je suis pour la conjugaison des deux. Alors je vois très bien que on est dans un temps qui est plutôt un temps de résignation. Voilà, il y a des temps de ressac. La dernière fois que j'étais venu, c'était après la poussée gilet jaune. On était plutôt dans un temps où la mer montait. Il y a des temps où la mer redescend. Nous, dans ces cas-là, on doit rester solide. On doit maintenir le phare allumé. Et on doit pousser parce que ça va remonter. Et on doit aider à ce que ça remonte et que ça remonte de la manière la plus organisée possible. Donc voilà notre mission dans les mois à venir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était sur mon prochain film. Ah, écoutez, monsieur, je viens d'en faire un, là. Non, et puis j'ai quelques petits trucs à faire à côté, en plus, il paraît. Donc, non, en plus, sérieusement, pour un film, comme pour un journal, comme pour un livre, il y a deux temps. Il y a le temps de la création artistique qui repose sur l'individu et qui est le temps, un temps passionnant. Mais tout ça, si on fait quelque chose mais que derrière on l'accompagne pas dans l'espace public, politiquement c'est nul. Moi, l'essentiel de mon travail autour de mon journal, ça a été de le produire dans les premiers temps, mais tout de suite ça a été de le vendre à la criée, de faire comme si j'étais un vendeur de roses pakistanais qui passait de restaurant après restaurant, et je le faisais pour aller vendre mon journal dans les restaurants et que les gens ils me filent du pognon juste pour que je les lâche. Parce que l'effet politique, il est dans la diffusion. Donc si je produis un film et que juste je pense au film que je vais produire ensuite et que je ne l'accompagne pas dans l'espace public, je ne lui donne pas la chance de produire un effet. Or, aujourd'hui, moi, j'essaye de faire des belles choses, ça j'y suis attaché, mais j'essaye aussi que ça ait un effet sur la société, quand bien même ça serait un effet limité. Donc aujourd'hui, moi il me faut non pas penser au film suivant, mais à accompagner le mieux possible ce film-là pour qu'il y ait un effet. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'était quoi? Il y a une troisième remarque. Pardon? Le service militaire, vous voyez, j'ai un début de... Bon. Le service militaire, non, évidemment, je ne pense pas que ça soit la solution. Je veux dire, aujourd'hui, la solution, c'est de faire que ces métiers-là, ils aient des horaires corrects et un salaire correct. Et à partir du moment où il y aura ça, il y aura des gens qui voudront bien faire ce métier-là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, si jamais ça brise la vie familiale, ça brise la vie sociale, parce que c'est tôt le matin, c'est le midi, c'est tard le soir, et puis qu'à la fin du mois, il y a moins que le salaire minimum, qui est-ce qui aurait envie de faire ça? Et pourtant, il y a des gens quand même, parce qu'ils aiment leur métier et puis parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais il faut absolument que ça soit ça qui change. Et à ce moment-là, il n'y aura pas besoin de pousser les gens au cul, voire de faire de la communication, de sortir des spots, et ainsi de suite, pour qu'ils fassent ce métier-là. Ça viendra parce que c'est un métier qui a un sens puissant.
pour les gens qui le font, mais que quelque part on les brise. Alors pour moi, je suis favorable. Le cœur du truc, c'est même pas d'augmenter de 5%, 10%, etc. le salaire horaire. La question, c'est d'organiser du travail en tournée. C'est de faire qu'il y ait une équipe, pour les AVS, comme pour les agents d'entretien, comme pour le reste, c'est de faire qu'il y ait une équipe qui vienne de 7h à 14h et une deuxième équipe qui vienne de 14h à 21h. Parce que comme ça voudra dire temps plein, salaire plein, et ça voudra dire que la vie familiale et la vie sociale, elle redevient possible. Mais voilà, donc ma solution, pour moi, elle est là, et pas dans le fait de contraindre les gens par le biais d'un service civique ou je sais pas trop quoi, à aller faire ces métiers. En plus, c'est encore une nouvelle manière de déconsidérer ces métiers, que de dire, vous avez aucune compétence, aucune qualification, mais c'est pas grave, vous allez vous occuper des personnes âgées, des personnes handicapées. C'est pas vrai. C'est des métiers qui demandent un haut niveau de volonté, de qualification, d'engagement, et c'est pas ah bah tiens, la porte elle est ouverte, il y a de la lumière et j'y rentre, quoi. Juste avant de vous donner la parole, monsieur, je rappellerai qu'en octobre, il me semble que c'est le 15, il y a une date de mobilisation justement qui est prévue. 19, pardon. Merci, 19 octobre, on le répète bien. Je vous laisse la parole. Et le 5. Le 5, c'est les AESH, non, c'est pas ça? C'est le 19 les AESH. Non, le 5 octobre, c'est la date de mobilisation générale, et le 19 octobre, c'est les accompagnants d'enfants en situation de handicap. Oui. Auxiliaire depuis presque 2 ans. Et le métier est très dur, très difficile. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'on a vu, tout est vrai. On a des horaires pas possibles. Je fais 280 heures par mois. Donc c'est merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour le reportage. Je vous remercie. Merci de nous aider. Même si vous pouvez faire ce que vous pouvez. Merci beaucoup. On a perdu une personne qui avait le cancer à 35 ans. Notre métier, on l'aime. Malheureusement, effectivement, moi je touche 700 € par mois. Quand je fais des heures sup, on nous les met sur une modulation. Ça s'appelle une modulation, c'est-à-dire à la fin de l'année, on nous rend cet argent. Et si on n'est pas malade. Donc, ce métier, merci. Merci, au revoir. Merci. Évidemment, un grand merci pour tout ce que vous faites. C'est difficile de passer après ce témoignage, mais je crois qu'il va dans la ligne, de votre film, qui révèle finalement, qui met en lumière que toutes ces travailleuses, parce que moi je les appelle des travailleuses, sont des héroïnes de nos sociétés capitalistes. Et elles sont des véritables résistantes. Mais j'aimerais tout de même vous interpeller sur ce que vous avez dit tout à l'heure dans une des premières réponses que vous avez faites. Vous ne voulez pas mettre de la pédagogie dans vos films. Pourtant, nous sommes à quelques mois d'une élection présidentielle qui risque d'être extrêmement tendue et on va vers peut-être un drame civilisationnel si l'extrême droite passe. Et je pense qu'il est grand temps qu'on se mette à faire de la pédagogie. Dans votre film, j'ai cru que le mot capitalisme n'allait pas du tout être prononcé. Et il est prononcé une fois par votre collègue Bruno Bonnel en disant « il faut que j'arrête de m'intéresser à l'entreprise et que j'arrête de m'intéresser au capitalisme ». Mais justement, il s'agirait très sérieusement de s'intéresser au mode de production capitaliste qui engendre ce genre de drame humain que nous avons vu pendant presque 2 heures. Donc voilà, c'était presque une question. Est-ce que votre ambition, c'est seulement réclamer un salaire décent pour ces gens-là? Vous, je le sais très bien, qui êtes un grand lecteur de Frédéric Lordon,
et j'espère de Bernard Friot de Réseau Salarial. Je vais répondre directement parce qu'après ça va me... Je m'excuse, mais... je pose une question qui est pour moi une question de forme, mais qui entraîne du fond politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je considère que de répéter capitalisme, de vouloir la révolution, ou, puisque c'est un film féministe, de dire, je lui reproche, mais il n'y a pas le mot patriarcat dans votre film, je considère que ça peut être des mots qui n'entraînent pas l'adhésion, qui n'amènent pas les gens à surgir avec joie, mais que ça peut être au contraire des mots épouvantails. Et en particulier, si vous voulez pas porter, dans des catégories populaires peu politisées. Donc pour moi se pose la question de quelle est la forme qu'on emprunte pour entraîner les gens. Et vous voyez, ça me fait penser, je faisais un journal avec Sud Éducation, ils viennent me voir, ils me demandaient des conseils, et partout il y avait précarité, précariat, précarisation, néo-précarisation et ainsi de suite. Je leur dis, mais bon, c'est bien, mais pourquoi vous n'allez pas voir la personne qui fait la cantine et qui est en contrat emploi solidarité dans votre lycée? Donc voilà, il y a deux modes d'approche différents. Je ne dis pas que dans les débats post-ensuite, ça ne peut pas être utile. Ensuite, une autre remarque, et c'est là que vous allez voir mes limites. Moi, je suis Jaurès appelait ça un réformiste révolutionnaire. Il se définissait comme étant réformiste révolutionnaire. C'est-à-dire que vu l'état de résignation aujourd'hui des classes populaires, si on leur dit, regardez, on va faire la révolution, on va abattre le capitalisme, il n'y a personne qui vous suit. Oui, bah, moi c'est mon sentiment, après vous pouvez essayer. Hein. Moi mon sentiment c'est qu'il n'y a personne qui vous suit. Si vous leur dites, bon, on va gagner le 13e mois, ça a quelle efficacité à mon avis? C'est que ça reprend, ça donne un peu confiance et conscience en soi pour un premier pas. Et une fois qu'on a fait un premier pas, on peut en faire un deuxième, et ensuite on lève son nez possiblement vers un autre horizon. Mais aujourd'hui, vu l'état de résignation des classes populaires, je pense que adopter ce langage-là est aujourd'hui contre-productif. Donc c'est à dessein qu'en effet, dans mon film, je ne pose pas la question du capitalisme, du patriarcat et ainsi de suite. Parce que si je veux que les gens, les accompagnants d'enfants en situation, les agents d'entretien, se reconnaissent et épousent quelque part leur propre cause, que ça leur ouvre la conscience en soi, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien je pense que c'est pas la meilleure méthode, mais je peux me tromper. Mais en tout cas... Bonsoir. Depuis le 15 septembre, je connais beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi parce qu'ils refusent cette injection. Ils sont vraiment là, tout seuls. Donc beaucoup de personnes dans les métiers du lien. Moi-même, je suis formatrice. On m'a demandé, moi, à l'université, de demander le pass de mes étudiants pour vérifier quand même si tout se passait bien, ce que j'ai refusé. Dans d'autres centres de formation, on me demande si je suis vaccinée, on nous demande de vérifier si les étudiants sont vaccinés. Je refuse de vérifier ces passes. Sauf que là, j'ai reçu un petit courriel en me disant que si je ne respectais pas la loi, c'est moi qui perdrais mon contrat. Donc là, les samedis, je suis dans la rue, et donc ce samedi-là, j'étais face à un CRS. Donc, et là, il n'y a pas beaucoup de gens de gauche. Moi, je viens de la France Insoumise, et là, il n'y a pas beaucoup de monde. Sur cette question-là, du pass sanitaire qui est une horreur, et sur le droit de se poser des questions sur ces injections. Et voilà, et toutes ces personnes-là que je connais, donc des infirmières, des cartes, dans tous ces métiers du lien, ont été virées depuis le 15. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien, et là, personne n'est là. Elles sont lâchées de toutes parts, et des syndicats, et malheureusement de notre famille politique. Je vote pas en touche, je prends la série, d'accord? Je vote pas en touche. Oui, bon, moi je suis aide à domicile parce que tout le monde n'est pas auxiliaire de vie. Il y a en dessous des auxiliaires de vie, mais on fait le même travail. Depuis 12 années, je fais ce métier. J'aime mon métier. Le problème, c'est qu'on a des interventions qui ne sont pas faciles. On a un quart d'heure entre chaque personne. Ce quart d'heure n'est pas forcément pris en compte. Si on a la pause repas, si on a plus d'un quart d'heure entre deux missions, parce que les personnes demandent telle heure et telle heure, et tous les frais de voiture, et toute l'essence qu'on doit mettre dans la voiture, même ça, ce n'est pas pris en compte. Et avec un salaire souvent inférieur au SMIC, parce que le point d'indice qui permet de calculer le SMIC est sous le SMIC. Voilà. 12 ans d'expérience et on en a marre.
Moi, je vais terminer sur une question un peu moins compliquée peut-être et qui mettra peut-être une petite touche d'humour. Je voudrais juste savoir comment tu fais, François, pour tenir le coup. Est-ce que tu as une recette miracle? Est-ce que tu peux nous la donner? Parce que nous, sur le terrain, des fois, on est plutôt découragés. Merci. Sur le pass sanitaire, je me suis exprimé dès le lendemain de l'intervention d'Emmanuel Macron le 12 juillet pour dire mon opposition au pass autoritaire en vérité, et il me semble avoir apporté des arguments dans le débat qui montraient que les effets sanitaires étaient extrêmement limités, même, bon je ne vais pas rentrer dans le truc, mais qu'il devrait y avoir un ciblage aujourd'hui sur les personnes qui sont les plus à risque avec le Covid, et que ce ciblage n'est pas effectué, qu'on n'a pas progressé même pendant l'été sur ça. Mais bon, donc je suis évidemment, même dans la durée, indépendamment de la vaccination obligatoire et du pass sanitaire, dans un premier temps, j'ai accepté le premier confinement. Et peut-être comme un certain nombre d'entre vous, en me disant, bah voilà, il y a une urgence. J'accepte même de remplir un papier pour sortir de chez moi, ce qui me paraissait une situation complètement hallucinante. L'interdiction d'aller pisser à plus d'1 kilomètre de chez moi. Le parc, moi j'ai pas de jardin. J'ai donc le parc public en face de chez moi et j'avais pas l'autorisation d'y amener mes enfants. Enfin, c'était vraiment dur et absurde. J'ai accepté. Après l'été, je n'accepte plus. Je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale. Je n'accepte plus parce que là, il pourrait y avoir le temps d'une autre gestion de la crise, c'est-à-dire une gestion qui soit plus démocratique et plus collective. Et que ça ne soit pas toujours le président qui apparaisse à 20h et qui dise, bah voilà, il va y avoir reconfinement, il va y avoir déconfinement, il va y avoir reconfinement, il va y avoir redéconfinement, il va y avoir le couvre-feu à 19h, il va y avoir le couvre-feu à 21h, puis finalement vous aurez le couvre-feu à 20h, il y a des métiers qui sont essentiels, des métiers qui ne sont pas essentiels, et puis on va définir la différence entre les deux, puis finalement vous aurez le droit à 1 jour par semaine à l'université en présentiel, mais tout le reste ça sera en distanciel. Enfin, ce fait que ça soit entre les mains d'un seul homme, et je pense que jamais autant on a ressenti la puissance politique qui s'introduit dans nos existences, qui s'introduit dans notre intimité. Moi, jamais je l'avais ressenti de cette manière-là. Qu'il y ait des décisions qui vont conduire à quelque chose dans nos vies. Oui, quand on supprime des postes à l'hôpital, à terme, ça va conduire à quelque chose dans nos vies. Quand on allonge la durée de retraite, à terme, ça va conduire à quelque chose dans nos vies. Mais qu'au présent, comme ça, le surgissement d'un homme à la télévision, et que le lendemain, il y ait quelque chose, les règles du jeu qui changent, jamais j'aurais pensé que ça se produirait. Ça s'est produit, ça s'est reproduit, ça se reproduit. Première chose, mon inquiétude, parce que je pense que la crise du Covid n'est qu'une amorce. Ça n'est qu'une répétition. C'est-à-dire que la crise écologique va nous amener vers des catastrophes sans doute plus fréquentes et sans doute plus terribles à affronter que ça. Si jamais la réaction qu'on a face à ces situations, c'est automatiquement de faire passer la démocratie par-dessus bord et les libertés, moi ça me pose un gros souci. Enfin voilà, c'est pas un souci, c'est même plus une inquiétude, c'est que c'est pas dans ce pays et c'est pas dans ce monde que j'ai envie de vivre. Donc voilà, juste pour faire le lien peut-être avec Jeux du Soleil, je pense que d'une part dans Jeux du Soleil il y avait des auxiliaires de vie sociale, y compris de Marseille. Je me souviens quand j'étais rentré dans une bagnole au hasard, Carole elle s'appelait, et paf, elle faisait le métier d'auxiliaire de vie sociale. Mais je pense que la crise des Gilets jaunes a posé d'abord une crise fiscale, crise sociale, crise démocratique, et qui débouche sur référendum d'initiative citoyenne. Moi je pensais que beaucoup plus rapidement, la crise sanitaire aboutirait à une crise démocratique partagée. Que ça serait insupportable pour les gens, que voilà, ce surgissement d'un homme. Et encore, après le 12 juillet, je pensais que son attitude, ça serait pas possible. Il faut dire la vérité, c'est que je me trompe sur l'état de mon pays, qui d'un côté produit le mouvement des Gilets jaunes et réclame plus de démocratie, et même que c'est dans les sondages d'opinion assez largement partagé, et c'est toujours aujourd'hui partagé, et en même temps, très concrètement, face à la crise sanitaire, qui accepte de remettre son destin dans les mains d'un seul homme, qui n'est pas toujours le prince le plus éclairé de la Terre non plus, quoi, pour utiliser des euphémismes. Donc c'est un état de fait que moi, je ne supporte pas, et vous pouvez compter sur ma présence à la mi-octobre, puisque ça va nous revenir entre les pattes sur la prolongation du pass sanitaire, puisqu'ils veulent faire ça, la prolongation du pass sanitaire jusqu'à l'été 2022. Oui, donc ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'une fois que les dominants se sont
mis à pouvoir utiliser des armes de cette nature-là, ils y renoncent pas d'eux-mêmes. Donc voilà, il y a, c'est Montesquieu qui dit que quand le pouvoir dépasse la limite, c'est à nous de marquer la limite, quoi. Et je pense qu'il y a la nécessité de marquer cette limite-là. On voit bien que la limite, elle ne cesse de reculer, et je ne peux pas vous dire autre chose que mon inquiétude à ce sujet, quoi. Bon, ça c'est la première chose. Il y avait quoi d'autre? La dame qui était aide à domicile. Ouais, bah, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, madame. Vous avez décrit votre situation que malheureusement je ne connais que trop bien, et où j'espère que on va progresser là-dessus. Alors là, je sais que le gouvernement, il a débloqué 400 millions d'euros là-dessus. Je dis toujours, quand c'est pour les riches, c'est en milliards, quand c'est pour les pauvres, c'est en millions. Là, bon, c'est en centaines de millions. J'ai calculé, ça fera 50 à 80 euros de plus par mois par auxiliaire de vie sociale. C'est pas ça qui change. Je veux dire, remplir un frigo en plus, je le prends. On ne doit pas déconner, hein, vous savez. Quand on sait la galère des gens en face de nous, on ne peut pas faire la fine bouche et dire je ne vais pas les prendre les 80 euros. Non, on doit les prendre, on doit les enregistrer pour deux raisons. Un, ça remplit le frigo. Deux, c'est une petite victoire. Il faut donner à entendre aux gens que quand ils se bougent, eh ben, ils ont ces petites victoires-là, mais qu'il s'agit d'aller plus loin. Et moi, je le redis, je suis pour des salaires pleins et du temps plein, et je suis pour du travail en tournée, pour que ça soit organisé comme tous les métiers ont été organisés. Enfin voilà, pour moi, la clé elle est au niveau de l'organisation du temps de travail. La dernière question, c'était sur... Comment tu fais pour venir? Bon. Les temps entre deux personnes ne sont pas pris en compte. Alors, tu peux pas voir la flotte. Non, allez-y madame, je vous demande de l'eau pendant ce temps-là, donc allez-y, exprimez-vous. Le temps de trajet, les frais de transport qui sont pas pris en compte. Oui. Et la fatigue au milieu des embouteillages. Tout ce travail, par exemple. Bon, ça, allez, je le fais sur l'intensification du travail dans les classes populaires, parce que c'est ça qui est en jeu. C'est que, il faut s'expliquer, c'est Bruno Bonnel, parce qu'il est encore un meilleur commercial que moi, c'est-à-dire qu'il reprend mes arguments, mais il les dit mieux que moi. Mais il faut imaginer un journaliste qui ne serait payé que par le temps qu'il passe au micro. Et tout le temps autour, il ne serait pas payé. Mais ça, c'est ce qui s'est passé pour tous les métiers populaires. Alors évidemment, l'ubérisation, c'est la nouvelle marche de ça. C'est-à-dire qu'on ne paye le chauffeur, on ne paye pas son temps d'attente, on paye que le temps du trajet. Donc c'est ça. Ou pour la livraison d'une pizza, on paye que le temps du trajet. Mais tous les métiers populaires ont connu cette dégradation-là avec on va payer du temps de travail qui est hyper intense. Le cariste, il a le casque sur les oreilles et on l'envoie à ranger B1, C3, ok, et ça ne cesse d'être ça, donc une hyper intensification, alors qu'auparavant il se faisait son plan à lui, ça lui permettait de circuler dans les allées, il avait le droit de faire sa pause pipi, enfin vous voyez, et donc là on a intensifié. Mais sur les agents d'entretien, c'est la même histoire. Un agent, qu'est-ce que c'était auparavant, boulot d'un agent d'entretien à l'université d'Amiens? Géraldine, elle travaille un petit peu à l'université d'Amiens, mais c'était quoi avant? C'était, il y avait un service de 6h à 13h. Je le sais, j'ai discuté avec eux, avec les anciens. Ça veut dire que de 6h à 9h, ils bossaient de manière intense parce qu'il n'y avait pas d'étudiants, il n'y avait pas d'enseignants. Et puis entre, bon, allez, 10h et 13h, c'était plus relax. On avait le temps de prendre un café, on vidait les corbeilles, d'ailleurs on rencontrait aussi des enseignants et des étudiants un petit peu, bon voilà, on était mêlés à un collectif de travail. Qu'est-ce qui s'est passé? On a décidé qu'on ne garderait pour les métiers populaires que la partie la plus intense, c'est-à-dire de 6h à 9h, et on évacuerait la partie de 10h à 13h qui serait plus payée, et donc voilà, on irait vers cette intensification-là. Et ben, c'est comme imaginer que l'architecte, on le surveillerait, et puis il devrait faire des dessins comme ça tout le temps sur sa feuille, et puis le temps où il relève le nez, où il va discuter avec un collègue, ce temps-là n'est pas payé. Mais ce qu'on a accepté pour les milieux populaires, on ne l'a pas produit de la même manière pour les métiers plus intellectuels. Donc évidemment, il faut que... mais ça pose la question allez, je vais partir, mais ça pose la question de la domination dans la société, quoi. Ce sont des métiers qui sont hyper dominés. Les classes populaires, leur domination aussi, parce qu'elles sont mal représentées sur le plan politique, quand elles le sont, elles sont éliminées de l'espace public et éliminées de l'espace médiatique. Bon voilà, donc ça c'est le résultat de 30 années de détérioration aussi de l'espace politique. C'est pour ça que je vais terminer. Alors, comment je fais pour survivre? Ma méthode. Non, je pense que les gens
Ouais, j'ai toujours eu je sais que je considère l'autre comme un mystère, et quand il accepte de me livrer une part de son mystère, j'en suis heureux. Et donc c'est quelque chose qui me recharge les batteries. Les voix, les visages, les vies des gens en face, c'est quelque chose qui me recharge. Et il y a de lire des livres qui me recharge, parce que voir des films, mais voilà, moi ça me fait du bien. Voilà, j'ai lu le dernier bouquin d'Edouard Louis, Changer méthode, ce week-end, que j'ai trouvé vraiment super, mais voilà, et donc ça, voilà, ça me fait du bien, et je pense que après je reviens vers les gens, enfin, ou vers l'Assemblée nationale, mais après, je vous avouerai quand même, le pire c'est pas quand je me mets en colère, hein. Le pire c'est que j'ai l'impression qu'ils me foutent du coton avec du chloroforme à l'intérieur, et qui veulent que je meure, quoi. Que je m'éteigne, que bon, donc c'est ça qui est le plus, c'est pas résiste, parce que leur discours, c'est même pas de la langue de bois, j'ai toujours le bois, on peut s'y heurter, mais c'est une langue de coton, on s'enfonce dedans, on peut être paisiblement à l'intérieur, ça nous fait roupiller, enfin bon voilà, c'est terrible, quoi. Et 5 années de ça, donc 5 années de plus, bon, voilà. Ça c'est le premier truc. Ce que je voulais dire, moi mon rapport à ces métiers-là, parce que je veux terminer sur un plaidoyer pour que, j'imagine qu'il y a des syndicalistes et qu'il y a des militants politiques dans cette salle, ils se saisissent pleinement dans ces questions-là, dans les semaines, les mois à venir, mais dans les années à venir. Je le disais, par intérêt aussi. Et je vais vous dire, si je le fais, c'est aussi par intérêt. Pourquoi? Moi, mon histoire, elle est associée à la défaite de l'industrie. Je nais à Fakir par ça. Par le départ de Goodyear, Magneti Marelli, Honeywell, Parizeau siège de France, Flodor. Bon, et par exemple, chez Flodor, on est au début des années 2000, donc c'est les chips, même les chips quittent la Picardie. J'arrive là-bas, je reviens 2-3 ans après, je vois ce que se deviennent les ouvriers. Ils ont été envoyés pour faire caristes et camionneurs. Que sont devenus les ouvrières? Auxiliaires de vie et assistantes maternelles. Donc très genré, quoi, hein, le pôle emploi. Bon, je discute avec les asthmates et puis des métiers que je ne connais pas du tout, les AVS ou les aides à domicile, qui me disent, bon bah écoute, en un sens, bon bah on aime bien ces métiers-là, ça a du sens, tout ça, les copines à la chaîne nous manquent un peu, et puis il y en a qui craquent complètement, qui sont en larmes parce qu'elles sont parents isolés, parce qu'elles, c'est pas du revenu secondaire dans le couple du tout, et donc là qui sont en gros angoisse de comment je vais bouffer demain. Et à partir de ce moment-là, je commence à m'intéresser à ça, j'aide des auxiliaires de vie sociale à envahir le conseil départemental de la Somme, on perturbe quelques cérémonies petit four, sur des histoires de transport aussi, madame. Bon, voilà. Et comme je deviens député, je me saisis de ça. Mais je m'en saisis aussi par intérêt, c'est-à-dire, sinon, je suis lié à quoi? Je suis lié à une industrie qui est en perte démographique constante et où on ne cesse de subir des défaites. Et où tant qu'il n'y a pas, je le dis moi, du protectionnisme qui est mis en œuvre avec des barrières douanières, des quotas d'importation, des taxes aux frontières, tant qu'on laisse faire la mondialisation, c'est condamné à continuer. Donc là, si je ne m'associe pas à un autre mouvement que j'estime être un mouvement montant, ascendant sur le plan démographique, parce qu'il va y avoir de plus en plus de ces métiers-là, et ascendant aussi parce que sur ces métiers-là, on voit déjà la fin du film, mais il y a des victoires qui sont possibles. On part de tellement bas de toute façon, mais il y a des victoires qui sont possibles. Et donc je pense que par intérêt, j'ai intérêt, moi, en restant ancré dans les classes populaires, mais à faire exister ça. Et en plus, je pense que c'est un intérêt pour la gauche syndicale et politique, d'autant plus qu'aujourd'hui, ces métiers, ce bloc-là, n'a pas de voix forte qui les porte. Il n'y a pas, des représentants qui parlent pour elles. Et donc je pense que si on s'en saisit, si on s'en saisit fortement, on peut peut-être reconstituer un bloc historique, un bloc dans les classes populaires, qui viendra s'adjoindre à une fraction des classes éduquées du supérieur, pour changer la donne dans la société. Mais je pense que si on perd en route tous ceux qui ne sont pas dans le mouvement ouvrier historique et qu'on ne voit pas qu'il y a d'autres branches qui sont en train de se créer, on perd. Je pense que ce combat-là, pour moi, pour terminer, est au croisement de 3 combats, qui est évidemment, je l'explique ça, alors le petit livre est à la sortie, c'est sur les métiers du lien, pour 3 € seulement, donc voilà, ça pourra compléter votre abonnement. Mais c'est au croisement de 3 combats. Un premier combat qui est évidemment un combat social, puisque ce sont des centaines de milliers de personnes qu'on peut sortir de la pauvreté. Un combat féministe, et un combat féministe a un double titre, évidemment parce que ce sont les femmes qui font ces métiers-là.
mais aussi parce que si ce n'était pas des femmes qui le faisaient comme salariés, ça serait les femmes qui le feraient elles-mêmes au domicile. Et que, alors là c'est Cynthia Fleury qui en parle le mieux, mais faire ça à temps plein, s'occuper de malades chez soi, s'occuper d'enfants chez soi, s'occuper de personnes âgées chez soi, c'est facteur d'érosion de soi, et ça produit à terme de la névrose et des psychoses, et c'est les familles qui deviennent malades. Donc je pense que c'est la deuxième chose, c'est donc un combat féministe à un double titre. Et enfin pour moi c'est un combat écologique, parce que ça pose la question du sens du progrès. Est-ce que le progrès demain ça va être le téléphone portable avec la 5G connectée au frigo qui préviendra Carrefour Market quand il n'y a plus d'olives à l'intérieur? J'entendais rire, mais vous savez, c'est le système, il nous envoie vers ce sens du progrès-là. C'est ce qu'ils veulent parce qu'on va renouveler tous nos objets à notre domicile, donc ça fera de la consommation en plus. Donc est-ce que c'est ça le sens du progrès pour la société demain? Ou bien est-ce que le sens du progrès, c'est la qualité des liens, des soins, de l'éducation qu'on offre à nos enfants, à nos personnes âgées, aux malades et ainsi de suite? Et je pense que du coup, voilà, pourquoi c'était mon plaidoyer pour que les organisations politiques et syndicales, dans les temps à venir, se saisissent pleinement de cette question. Merci à vous. Je peux remercier François d'être venu, à remercier le Tour Ski qui nous accueille les bras grands ouverts à chaque fois.